Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast. On est le lundi 24 novembre et je suis avec Monsieur Chris Singleton. Salut Chris. Hello everybody, hello. Petit programme sur la conférence Ouest, surtout aujourd'hui. On va démarrer avec une franchise qui est dans le ventre mou de cette conférence, les Warriors. 8e pour le moment, 9 victoires, 9 défaites. Et cette impression, Chris, après là, ces 3 défaites de rang pour Golden State que... Après un bon début de saison, une bonne première semaine, 10 jours de compétition, c'est retombé assez vite et que les Warriors, on ne sait pas trop quoi en penser, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne font plus vraiment peur. Non, ils ne font pas peur. Quand on avait analysé cette équipe en début de saison, on avait bien remarqué que c'était l'équipe avec le starting five le plus âgé. Donc, malgré le fait que Steph Curry, il arrive quand même de temps en temps à nous surprendre avec des gros éclats. Draymond Green, il est toujours là en train de provoquer. Donc, Jimmy Butler, certes, est solide, mais il n'a plus cet impact, que quand il est arrivé aux Warriors, ça a brillé de partout. Donc, je crois que rentrer dans le rang, c'est une bonne définition de cette équipe. L'affaire Kuminga a fait beaucoup de mal. Il est là, il n'est pas là. On ne sait pas trop comment l'utiliser. Mais on pensait que Steve Kerr avait trouvé la solution, entre guillemets, en début de saison. Et puis, dès que les défaites ont commencé à s'enchaîner, il est ressorti du 5. Le problème de Kuminga, c'est qu'il est tellement unidimensionnel. C'est-à-dire que s'il n'est pas voltigeur, s'il n'attaque pas le cercle, en attaque, vous jouez à 4 ou à 3. Mais c'est vrai qu'il a des qualités qui peut-être ne correspondent pas à cette équipe de Golden State. Donc comme c'est toujours en l'air, ça dérange un peu. Donc moi je crois qu'ils sont rentrés dans le rang. De toute façon, le mieux pour les Warriors, c'est tout simplement essayer, parce que c'est pas sûr, de se qualifier pour un play-in, ou se qualifier pour les playoffs, en cas de resurgence, on va dire. Et puis cette équipe de Golden State pourra toujours être dangereux sur une série courte. Donc long terme, sur 82 matchs, ils vont pas finir dans les 4 premiers, mais dans les playoffs, ils ont assez d'expérience, assez de fierté, assez de cœur, assez de talent pour s'en prendre. Et ce qui est terrible avec Golden State, c'est que, c'est un peu ce que tu dis, sur une série de playoffs, ils peuvent surprendre, mais tu sais très bien qu'au mieux, ils passent un tour, mais que déjà dû à l'âge des joueurs, tu ne pourras pas enchaîner des performances en play-off sur 2-3 séries. Vous ne croyez pas dans Cendrillon ? Pas trop, non, pas le trop. Le Père Noël. Non, et on en revient aussi à un problème structurel de cette équipe. Au-delà du cas Kuminga, c'est que cette équipe, les joueurs sont trop petits. Tu regardes le 5 de départ, l'autre jour contre Portland, t'avais qu'un seul joueur de plus de 2 mètres sur le terrain, et encore c'était Jimmy Butler, 2,01 m. Sinon c'était que des joueurs en dessous de 2 mètres. Ça, je trouve que dans une NBA où je trouve que justement t'as des joueurs on essaie d'aligner des 5 plus grands, et avec des joueurs un peu plus costauds, Golden State souffre énormément au rebond. C'est quand la dernière fois que les Warriors ont eu un poste 5 dominant. Ça fait très longtemps. Est-ce qu'ils en ont déjà eu un vrai poste 5 Looney, il était là pour pas regarder le cercle, mais pour poser des écrans, pour défendre, pour aller chercher des rebonds. J'ai commencé à penser à Andrew Bogut, mais ça commence à remonter, puis il n'était pas dominant non plus. Nate Thurman, vas-y, à vous. Ça, c'est toi qui l'as vu jouer, moi je l'ai pas vu jouer malheureusement. Chamberlain, il était dominant pour le coup. Lui. Donc, non, je pense que c'est un choix du jeu. C'est un choix de Steve Kerr qui veut refaire le jeu défensif qu'il avait avec les Durant, avec Klay Thompson, avec cette équipe-là, qui ne correspond pas aujourd'hui aux joueurs des Warriors. Donc il faut remixer, il faut choisir une manière de gagner. Bon, pour l'instant, c'est où Steph Curry met 35 points. Ils ont leurs trois joueurs majeurs qui sont devant. Mais c'est pas assez reculant.
Oui, et puis tout mettre sur Jonathan Kuminga, je trouve que c'est un peu la solution de facilité qu'ont les Warriors. T'as l'impression que s'ils perdent, c'est parce que Kuminga est pas bon quand il est titulaire, et puis quand il est sur le banc et qu'ils perdent encore, bah, c'est toujours le problème de Kuminga parce qu'on sait pas comment l'utiliser. C'est toujours un peu le souci, c'est Kuminga, mais en fait, il n'y a pas du tout que Kuminga comme problème dans cette équipe. Comme tu dis, si Stephen Curry il fait pas un match exceptionnel, c'est très compliqué pour les Warriors de gagner un match. Jimmy Butler, il est à pile 20 points de moyenne. C'est bien, mais on sait qu'en playoff, il peut augmenter la cadence. Mais en saison régulière, c'est trop insuffisant. Oui, non, mais de toute façon, le cas Kuminga, c'est un cactus, quoi. C'est pas sa faute à lui que les Warriors ne sont pas une équipe régulièrement dominante. C'est un sujet qu'on a laissé. On a laissé pourrir. On a laissé en l'air comme ça. Que c'était évident. Un joueur qui n'est pas content, un joueur qui dit moi je veux jouer, mais si je joue pas ceci, cela, il fallait le bazarder. Et prendre ce que vous pouvez prendre pour lui, faire une bonne analyse. Est-ce qu'il amène à table Est-ce que c'est négatif ou positif? Là, pour l'instant, c'est négatif parce que là, on a un problème en long et en large, et peut-être que vous pouvez avoir des assets, quelque chose pour lui qui peut aider ton équipe à gagner. Mais surtout que Kuminga, et là, il a été re-signé. C'était, comme tu disais au début du podcast, ça a été le sujet de l'été. C'était le sujet de l'été, on l'a prolongé pour 1 an, avec une team option pour la saison prochaine. Donc ça veut dire que si tu l'échanges, l'équipe qui le récupère, c'est qu'elle l'a pour au moins 1 an avant qu'il soit free agent. Là, c'est un problème de Steve Kerr ou Dan Levy. Ou, là, c'est n'importe quoi de le re-signer. Si tu le re-signes, c'est pour faire un sign and trade. C'est pas pour le Oui, garder. Voilà, mais ils l'ont signé, mais ils l'ont pas traité. Ils ont fait que la moitié. Ils ont fait que les 50%. On va où, là? Donc, où vous estimez que c'est un joueur majeur qu'ils n'ont jamais su décider long terme que Kuminga il est là, ça sera notre poste 3, voilà. Et non, c'est toujours été dans le flou ou par séquence, ou il nous fait un petit éclat, voilà. Mais bon, c'est pas un joueur régulier de nos jours. Le souci, je trouve, avec Kuminga, c'est que d'un côté, tu vois Golden State qui a du mal à l'utiliser, qui ne lui accorde pas une énorme valeur, mais d'un autre côté, quand les discussions ont été engagées sur un éventuel échange, là, tout de suite, les Warriors demandaient trop pour les autres équipes. C'est un profil, je pense, qui peut être intéressant sur pas mal d'équipes. On en a parlé un moment à Miami, dans le nouveau style de jeu de Miami, où le pick and roll a quasiment disparu. On joue plus de pick and roll, mais pourquoi pas? Et ça fonctionne plutôt bien. Je pense qu'un joueur comme Kuminga pourrait être excellent dans ce style de jeu où on essaie d'amener beaucoup de percussions, de 1 contre 1. Il a des qualités. Golden State n'arrive pas à les utiliser, ou ça marche pas dans le schéma des Warriors, parce que quand tu as déjà Draymond Green, Jimmy Butler sur le terrain, avoir un 3e joueur qui ne shoot pas à 3 points, ça devient trop compliqué. Les Warriors prétendent avoir une attaque organisée, un jeu de passe huilé. Kuminga ne peut pas jouer dans un système comme ça. J'ai envie de te dire que Jimmy Butler, à la base, c'est pas le genre de joueur qui fonctionne dans un style de jeu des Warriors. C'est un joueur qui va jouer de l'ISO, qui va jouer du 1 contre 1. C'est pas la circulation de balles et Jimmy Butler, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. On va pas comparer je dis pas qu'on compare. Avec un citrouille. Qui est la citrouille? C'est Kuminga. Non mais je suis d'accord qu'on peut pas les comparer, mais tu peux pas. Mais Jimmy Butler, il est pas dans le. Quand tu penses au jeu des Warriors, tu dis pas Jimmy Butler. Les deux. Jimmy Butler, il a un CV long. Il a fait 2 finales. Il a été All the Defensive Team. C'est un grand joueur de Jimmy Butler. Je pas dit que c'était pas un grand joueur. Je te dis juste que c'est un joueur qui joue plutôt sur l'isolation et du 1 contre 1, Jimmy Butler. Non, mais c'est simple, Jimmy Butler, même si il aime un certain style de jeu, ils ont réussi à jumeler le style de jeu de Jimmy Butler avec le style de jeu des Warriors. Il est comme Kevin Durant, qui n'a pas forcément non plus envie de jouer dans un truc cadré, mais il a su le faire avec les Warriors. Ils ont trouvé un juste partage
entre ces jeux-là. Mais Kuminga, il sera mieux à Portland. Avec tout le respect que je garde pour Portland, ça court, ça n'a pas de système. À Chicago, ce genre d'équipe. C'est plus structuré à Chicago. Donc, non, c'est Miami, vous l'avez dit, dans leur nouvel style de jeu, la course, tout pour l'attaque, ça peut être un truc qui lui correspond. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas énormément, là, qui a ressurgi un peu parce que c'est la fin de contrat de Steve Kerr. Alors, je ne dis pas qu'il va partir, je dis juste que ça fait 11 ans qu'il est arrivé dans la franchise, qu'il est en fin de contrat, qu'il n'a toujours pas prolongé, que finalement, avec Golden State, ça ne se passe pas très bien, que lui, tu sens aussi des fois qu'en conférence de presse, il ne trouve pas toujours la solution, tu le sens moins heureux, moins épanoui aussi parce que les résultats ne suivent pas. Et il y a l'un de ses adjoints, Chris DiMarco, qui va rejoindre le New York Liberty en WNBA pour prendre la place de head coach, qui faisait partie potentiellement des gens qui auraient pu remplacer Steve Kerr si le coach des Warriors ne prolongeait pas. C'est bizarre un peu la situation, même tu vois, dans les bureaux à Golden State. Oui, on ne sait pas trop où on va. Oui, non, mais je comparais un petit peu avec Spoelstra. Ça, c'est deux entraîneurs qui sont le plus respectés dans le monde de l'NBA. Donc, je pense que quand ils sont prêts à partir, Spoelstra, il revit. Il revit parce qu'il y a les résultats, parce qu'il y a ceci, cela. L'année dernière, on le voyait un peu déprimé, pas très heureux. Après l'élimination contre Cleveland, on se souvient de l'élimination contre Cleveland de Miami. Et on se posait des questions, parce qu'ils ont pris cher. Donc, on se posait des questions, se posera. Mais tant qu'il y avait Pat Riley qui était là, donc Steve Kerr, il partira sur ses termes à lui. Je pense que tant qu'il y a Steph Curry sur le terrain, il partira pas. Il va aller jusqu'au bout avec lui. Et Draymond Green. J'ai l'impression que même moins Draymond Green que... Ouais, tu penses pas que Draymond, il est lié aussi, finalement non. Draymond Green, oui, évidemment, le statut est peut-être un peu moins important, mais il est autant le visage de cette franchise que Curry, quasiment. Oui, mais Steph Curry, c'est légendaire. On voit leur relation. C'est pas du tout la même chose avec Draymond Green, même s'il le respecte à fond, même s'ils ont traversé, ils ont fait un voyage ensemble, qui est déterminant. Si Draymond Green arrête demain, je pense pas que Steve Kerr va arrêter. Au reste de la conférence Ouest, on enchaîne sur alors le petit coup de gueule de Nikola Jokic ce week-end après la défaite contre Sacramento, la surprenante défaite des Nuggets contre les Kings. Lui, quand il fait un coup de gueule, c'est grand. Ouais, il y va parce que les Denver à 12 victoires, 4 défaites, et donc je cite le pivot serbe. Je pense que ce bilan de 12 victoires, 4 défaites ne reflète pas la réalité. Je pense que nous ne sommes pas aussi bons que ça. Je pense que nous devons être bien meilleurs si nous voulons accomplir quelque chose d'important. Ça, c'est ce qui s'appelle taper du poing sur la table. Alors peut-être que c'est le bon moment pour le faire, parce que c'est vrai que, en plus, depuis le début de la saison, on ne peut pas dire que les Kings nous enchantent. Ils sont même un peu la risée de la NBA souvent. Ouais. Là, tu perds contre Sacramento, ça fait désordre. Oui, ça fait désordre, surtout que je pense que les Nuggets, ils sont rechargés là, ils sont prêts à partir à l'assaut de OKC en playoff. Le problème, c'est qu'OKC ne fait pas de faux pas. Ils ont un parcours qui est droit, qui est mené par Shai Gilgeous, qui est au top. C'est à peu près la seule équipe qui n'a pas eu besoin d'un coup de gueule. On n'a pas entendu les équipes en dessous. On vient de parler des Warriors, ils ont fait au bout d'un moment un petit point, c'est que ils voyaient la chute et Steph Curry a mis sur le podium, il a dit ça c'est pas acceptable, donc ça change un peu. Ce qui arrive avec Jokic, c'est que on parle des Kings. Qu'ils ont perdu à domicile, mais le match avant ça à domicile, ils ont perdu contre les Bulls. Donc c'est deux équipes, quand vous parlez du titre, vous êtes censé de battre chez toi. Il faut que vraiment cette équipe de Denver, même s'ils sont améliorés, ils ont amélioré leur banc, ils sont armés pour partir à l'assaut, mais Jokic qui est devenu de plus en plus vocal
dans cette équipe. Il fait son petit coaching avec le changement. Il est vocal, il parle dans le vestiaire, il parle dans les temps morts. Donc c'est à lui le gardien de cette motivation qui doit rester aiguisée tout le temps, et surtout à domicile où il ne peut pas laisser échapper les points parce ils sont quoi, 3e aujourd'hui? Ouais, c'est ça, ouais. Les Lakers qui ont passé devant. Tout à fait. Les Lakers sont passés devant. Alors, ils sont égalité, ils ont le même bilan, 12 victoires, 4 défaites. Les Lakers sont passés devant. Oui, les Lakers sont passés devant. Non, mais ça va, j'ai compris, les Lakers sont passés devant. Ils ont le même bilan, voilà, en tout cas. Non, ils sont devant. Mais ils sont devant. Ils sont au-dessus, là. Ils sont au-dessus. Pourquoi d'ailleurs ils sont au-dessus? Parce qu'ils ont plus de victoires à domicile. Non, je sais même pas pourquoi la NBA met les Lakers. Parce qu'ils se sont pas joués en plus, Denver et Los Angeles. Oui, je sais, ils sont au-dessus. Et il y a quelque chose aussi avec Denver, c'est que contrairement à des franchises, voilà, typiquement comme les Lakers, comme les Warriors, comme New York, il y a une pression déjà des fans, mais plus aussi de la presse. C'est-à-dire que si à Golden State ou à Los Angeles ou à New York, ou dans des grosses franchises comme ça, des gros marchés, les défaites s'enchaînent ou il y a des choses qui ne vont pas, les joueurs, le coaching staff, il y a un moment, ils vont se faire allumer par la presse, que ce soit dans des éditos, on va essayer toujours de chercher la petite histoire, le petit truc qui ne va pas. C'est des choses qui n'arrivent pas vraiment à Denver, où effectivement, Denver est peut-être vu comme la plus grande menace d'Oklahoma City. Mais si demain, Denver tombe au premier tour, dans la presse américaine, on va s'en émouvoir, mais on passera rapidement à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose c'est pas la même à Los pression. Angeles, à New York. Et du coup, si Jokic le fait pas, il n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre qui va le faire. Je suis sûr, je suis d'accord avec toi. C'est ça, c'est lui, comme j'ai dit, c'est le gardien de faire en sorte que, comme il n'y a pas cette pression des médias, et c'est lui qui est responsable du moral de l'équipe. Mais je pense que l'histoire de Denver, c'est qu'ils savent qu'ils ont on va dire, un des meilleurs joueurs au monde. Il faut qu'il rentabilise les titres jusqu'à que lui, il arrête. Donc, le jour que Jokic arrête, c'est qu'il y aura, il y aura une reconstruction à faire qui est terrible. Donc, la fenêtre est encore... on parle de cette année, c'est possible. Pendant 2-3 ans, Jokic, on peut mettre une selle dessus et puis allez hop, giddy up, mais 30,4 points de moyenne pour Jokic et meilleur rebondeur et meilleur passeur de la ligue. 13 rebonds de moyenne. C'est ça. Et 10,8 passes quasiment. Oui, 11 il passes. Est comme chez Gilgeous. Chaque fois qu'il joue, nous on sait, on vient de comptabiliser les MVP de NBA Extra. Il y a Jokic à 4, Doncic à 4. C'est là pour cette saison pour le moment? Oui. Okay. Donc il a le plus de MVP. Et puis même des fois, on ne lui donne pas parce que c'est tellement banal. C'est comme chez Gilgeous Alexander. Je crois qu'il était MVP une fois. Après, on oublie parce que les 33 points, les 35 points, c'est normal. Donc maintenant, et ce qui est peut-être le plus grave, c'est qu'on commence à dire que 35, 15 et 15, c'est Jokic, voilà. Ouais. Donc, mais c'est quand même une drôle d'histoire, tout ça. C'est le joueur le plus impressionnant de la Ligue depuis le début de la saison, il faut quand même le dire. Il faut gagner le maximum de titres avec lui, donc voilà. Déjà 3 défaites de plus pour les Nuggets par rapport au Thunder. On a déjà un peu la sensation que la première place, elle est verrouillée par Oklahoma City pour la saison régulière. Oui, on parle d'une défaite en 18 matchs pour OKC. Oui, c'est ça. Le bilan est plus que positif. Ouais. Pour les Nuggets, ils sont à 12 et 4, je crois. Moi, je suis un peu old school, mais tu vois, l'avantage du terrain en play-off, on a beau dire que c'est peut-être moins important qu'à une époque, je pense quand même que il faut mieux l'avoir et il faut mieux jouer la finale de conférence avec 4 matchs à Denver qu'avec 4 matchs à Oklahoma City. Voilà, oui, tout à fait. Tout comme en finale NBA, c'était quand même mieux pour le Thunder de jouer le match 7 à la maison. Non, absolument. Non, ça, oui, ça doit l'agacer un peu aussi Jokic parce qu'il voit déjà que le train il est en train de partir en fait. C'est pour ça aussi que ce coup il arrive, je pense. Je dis que lui, ce qui lui vexe le plus, c'est d'avoir perdu ses matchs à domicile. C'est pas la peine d'aller gagner
contre Houston. Et voilà. Si vous perdez derrière contre Sacramento. Donc ça, c'est toujours... Et on voit que c'est une manque de concentration. Parce que la qualité de jeu n'était pas la même, l'investissement n'était pas le même. Ils ont joué en réaction. Ils n'ont pas joué en... Ils n'ont pas pris les choses par le bon bout. Et ils sont trouvés en difficulté. Et on sait en NBA... même si c'est Westbrook, voilà, si vous laissez, vous mettez le moins d'énergie, il va en profiter. Denver qui va devoir encore plus se reposer sur Nikola Jokic parce que déjà qu'il y avait la blessure de Christian Braun qui ne devrait pas revenir avant vraiment fin décembre voire début janvier, il y a aussi celle d'Aaron Gordon. On a appris déchirure à l'ischio lors de ce match d'ailleurs contre Sacramento, qui en a pour entre 4 et 6 semaines, donc pareil, ça va revenir en 2026 pour Aaron Gordon. Je sais que voilà, on a dit que Denver avait très bien réussi sa free agency, avait renforcé son banc. Le problème avec Aaron Gordon, c'est qu'il n'y a pas vraiment un joueur pour le remplacer. Que ce soit sur la position, que ce soit sur ce qu'il fait sur le terrain, que ce soit dans sa relation avec Nikola Jokic, dans tout ce qu'il apporte. Parce que de base, c'était un très bon joueur vers le cercle. Aaron Gordon, c'est devenu aussi l'un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA. Il a un pourcentage exceptionnel. Là, ça va commencer à se compliquer, je pense aussi pour Denver. Il va falloir que Cam Johnson, par exemple, augmente le niveau, avec des joueurs comme Peyton Watson, aussi sortent du chapeau, parce que là, pour Adelman et sa troupe, ça peut devenir très compliqué. Et encore une fois, le Thunder, eux, faut pas oublier qu'ils jouent sans Jalen Williams, que Lou Dort a raté aussi beaucoup de matchs, qu'il y a pas mal de joueurs de Caruso, Holmgren ont raté aussi pas mal de matchs depuis le début de la saison. Ça n'empêche pas le Thunder de gagner. On va voir si Denver peut continuer à rester à peu près dans le sillage d'Oklahoma City. C'est toujours le vrai test pour ces équipes. Quand on enlève un élément, certes, Aaron Gordon, c'est un joueur qui a un jeu très spécifique, mais autant qu'il était par moments unidimensionnel, ligne de fond, voilà, le petit jeu à mi-distance, là, il s'est élargi sa palette, où il devient une des postes 4 le plus dominant de l'NBA. Donc, tu l'enlèves cette relation en plus avec Jokic, qui a besoin de lui, qui poste haut, arrive à bien écarter les défenses. Et Aaron Gordon, il peut jouer dans le dos, il peut jouer devant, sur les pick and pop. C'est vrai que lui, il va être très dur à remplacer. Un Christian Braun, tu peux le remplacer. Cam Johnson, il commence à montrer qu'il est bien ajusté au jeu de Denver. Watson, bon, c'est par coup. Hein, il peut faire des choses spectaculaires comme il peut faire des choses lunaires. Donc, voilà. Mais il faut coller les morceaux avec ces joueurs-là. Il reste quand même des joueurs sur le banc, comme Brown. Je suis pas convaincu. Apparemment, là, avec la blessure de Gordon... David Edelman voudrait jouer avec Valanciunas et Jokic en même temps dans le 5. Je suis pas convaincu que ça soit la bonne solution, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup d'autres pour le coach des Nuggets, mais faire jouer les deux grands ensemble... oui, il l'a fait l'autre jour, ça n'a pas été une grande réussite, mais à vrai dire, ils n'ont pas pratiqué ensemble beaucoup. Donc voilà, il faut faire des ajustements. Jokic, il peut être très confortable... tête de raquette, voilà, avec JV en bas, ça fait quand même une relation 5-4. C'est plus défensivement, moi, que j'ai des doutes, en fait. Oui, la course. La course, et puis Aaron Gordon, ça reste aussi un excellent défenseur sur sa position, qui peut switcher sur les écrans, qui peut défendre sur plein de types de joueurs. Dans un match run Forest Run, c'est vrai que faut mieux pas avoir les dinosaures dedans. Mais... forcément, il y aura des choix à faire pour le coach, à savoir, voilà, il faut comment on comble l'absence d'Aaron Gordon. On ne demande pas aux autres joueurs de faire du Aaron Gordon. On essaie de coller les morceaux, plug and play, voilà. Et ça serait le bon moment pour Cam Johnson de montrer plus que ce que... un petit peu, là, récemment. Voilà, donc un joueur comme lui... j'ai pas de doute parce qu'il a une éducation au basket, parce qu'il a le jeu. Il y a un moment où ça va décoller pour à un moment Cam Johnson. Ça va se mettre en place. Le calendrier de Denver à venir, déplacement à Memphis, réception des Spurs, et puis ensuite déplacement à Phoenix, réception de Dallas, déplacement à Indiana. C'est pas le calendrier le plus compliqué. Enfin,
Ça doit bien se négocier quand même pour Denver, surtout que les Spurs ont aussi encore beaucoup d'absence. Donc, toutes ces équipes-là, c'est vrai que, 4 sur 6, ils partent favoris. Hein, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que Jokic, il a vu tout ça. Il s'est dit, voilà, maintenant, il faut qu'on tient bon. On a un joueur majeur en moins. 2 joueurs du starting five. 2 titulaires, deux titulaires. Donc, c'est à moi et Jamal Murray de step up. Nous, il faut qu'on aille chercher ces matchs contre Indiana, contre Memphis, Dallas. Ça, c'est trois matchs qu'il faut absolument qu'on gagne. Oui, on n'a pas beaucoup parlé de Jamal Murray, mais qui est pour une fois, solide, qui a démarré la saison tout de suite, quoi. Il est à quasiment 23 points de moyenne et pour le Canadien, il s'est mis en route direct, alors que généralement c'est plutôt au printemps qu'on le voit arriver, Jamal Murray. Là, il joue comme un All-Star. La preuve, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que c'est pas un problème. Parce que l'année dernière, on se posait des questions. Jamal Murray, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? On a tendance à dire quand ça va pas avec Jamal Murray, et quand il est bien, quand il est au niveau auquel il devrait prétendre. Là, effectivement, on a moins l'occasion de le dire, mais il faut quand même le le signaler. C'est du très bon Jamal Murray sur le début de la saison. Ennui avec son efficacité. Le pick and roll, le machin, le contre-attaque, le relation avec Jokic. Voilà, donc, lui va bien. Et tant mieux pour Denver. On termine avec l'annonce de la retraite de Chris Paul qui va ranger ses sneakers à la fin de la saison. C'est sa 21e saison en NBA. Drafté en 2005, le 4e choix de la draft de l'époque. Rapide rappel, 2e meilleur passeur de l'histoire derrière John Stockton, qui est intouchable pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'avance encore. 2e du MVP 2008 derrière Kobe, je ne sais pas si tu t'en souviens. Il a fait une grosse saison. 11 All-NBA Team, 12 fois All-Star. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de Chris Paul? Avant qu'on puisse peut-être un peu évoquer du négatif, c'est quoi tout le positif que tu retiens de Chris Paul? Est-ce qu'il y a des matchs, des séries, des moments qui t'ont marqué avec CP3? Non, mais avec CP3, ce qui m'a remarqué le plus, c'est son efficacité. Là, c'était le vrai meneur. Tu as cité le nom de John Stockton. Pour moi, c'est les 2 meneurs de tous les temps, légendaires. Le vrai, quand tu définis un meneur de jeu, c'est ça. Donc, évidemment, les meilleurs moments, c'est avec les Clippers. C'est la question que j'allais te poser après. Le Lob City, il avait mis en place. Ce qui est très dommageable avec Chris Paul, c'est ses blessures. Ses blessures qui empêchaient je crois, gagner un titre à Houston. Matt Seth, en 2018, il se blesse avec les Rockets. Il se blesse aussi en 2015 et 2016 avec les Clippers dans des saisons où les Clippers sont très bien avec Blake Griffin, DeAndre Jordan. Il y avait une sacrée équipe. C'est le seul bémol. Mais par contre, au niveau du jeu, c'était impeccable. Je trouve que l'annonce, il est parfait. Parce que, et avec les Clippers, on sent que, c'est le fin de journey, comme on dit. Il annonce assez tôt, donc c'est bien. Et on voit, quand on a vu les 2-3 matchs qui précédaient tout ça, l'appréciation que les fans, disons, pour lui, le talent, on reconnaît le talent, tout le monde sait bien que Chris Paul sera cité. Il est dans les 75 meilleurs joueurs NBA. Comme vous avez bien dit, il était plusieurs fois All Defensive Team. Aussi, oui. Donc, c'est un des meilleurs intercepteurs de l'histoire. J'ai pas fait tout le CV parce que pour le coup, ça serait très long. Il a été MVP du All-Star Game aussi. C'est un CV énorme. Chris Paul, c'est le général sur le parquet, avec les bons et les mauvais côtés. Un esprit très compétiteur. Parfois trop non, mais tu sens que des fois, ça n'a pas collé avec certains joueurs. Ça n'a pas collé du tout, d'ailleurs, avec James Harden à l'époque. C'est peut-être aussi ce qui a empêché Houston de faire mieux. Chris Paul, on le prenait avec ses bons et ses mauvais côtés. Et il faut le rappeler qu'au tout début de sa carrière, quand il jouait aux Hornets, qui était encore à la Nouvelle-Orléans,
c'était déjà à l'époque, il était déjà même très jeune, considéré comme l'un des meilleurs meneurs de la ligue. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque de ce duel à distance qu'il y avait avec Deron Williams à Utah. Bien sûr. C'était les deux meneurs vraiment exceptionnels, chacun dans son style. Deron Williams qui montait un peu plus haut, mais les deux vrais meneurs NBA que tout le monde s'arrachait, quoi. Oui, sachant que Chris Paul, il parlait beaucoup. Mais la langue bien pendue. Il pouvait, contrairement à Ja Morant, par exemple, qui n'est pas sur le terrain, mais Chris Paul il parlait quand il était sur le terrain. Donc c'est vrai que le trash talk, il était excellent. Il était All-NBA aussi. Et puis il aimait bien le conflit. Ça lui poussait, ça lui rendait plus compétitif. Donc il aimait bien depuis son entrée en NBA. Lui, il avait confiance en lui. On voyait par son langage de corps. Il était le patron. Et le petit patron, 1m83, Chris Paul, c'est un des trucs aussi qui est fou. Et c'est ce qu'il a un peu limité, je pense. Tu vois, il aurait fait 10 cm de plus, Chris Paul. Mais il aurait été encore plus injouable. Tous les petits, c'est le complexe Napoléon. Que il bombe le torse. Ils sont obligés de se renforcer. Avec le jeu, déjà, ça, il pouvait le faire. Et puis, il parlait beaucoup, il se mettait tout le monde au défi. Elle était exigeante avec ses coéquipiers. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il avait transmis à Shai Gilgeous-Alexander, avec le petit moment qu'il a passé avec lui. Ouais, il fait une saison à OKC, à l'époque où il jouait même avec 3 meneurs. Il y avait Dennis Schroeder aussi. Et à OKC, on alignait 3 meneurs. Et ils font les playoffs cette année-là au Oklahoma City, alors qu'on les attend au fond du classement. Voilà, et comme tous les joueurs de cette nature-là, la transmission de savoir est important. Parce que, à quoi bon d'avoir fait toute cette carrière-là pour le garder enfermé dans un casier. Donc, il a partagé, même quand il était aux Spurs, il a parlé beaucoup avec Wemby et les jeunes joueurs-là des Spurs, et qui, quelque part, on les voit, l'esprit libre. Double médaillé d'or olympique aussi avec Team USA 2008 et 2012. Et puis il y a l'autre regret, tu parlais de la blessure quand il joue à Houston, la finale perdue en 2021 avec Phoenix, les Suns qui mènent 2-0 après les 2 premiers matchs à domicile. Et puis ensuite, Jrue Holiday devient monstrueux sur lui en défense, il commence à défendre en individuel et en tout terrain, surtout sur Chris Paul. Finalement, Milwaukee gagne 4-2 avec un Giannis extraordinaire. Là non plus, il est pas passé loin en fait s'il gagne ce titre avec Phoenix, tu vois, sa place all-time, il grimpe de 15 rangs, quoi. Non mais oui, évidemment. Mais bon, il y avait un bon Milwaukee en face. Oui, très belle équipe de Milwaukee. Même à 2-0, je le voyais mal. Je les voyais bien gagner, j'y croyais vraiment. J'adorais cette équipe de Phoenix avec Devin Booker. Oui, mais ça Cam Johnson aussi déjà, qui était dans les parages. Bien. Oui, c'est vrai que cette équipe nous avait séduit pendant toute la saison. DeAndre Ayton. Non, c'était là, un peu comme les Houston Rockets, c'était l'année où Phoenix pouvait gagner le titre. Et on l'a vu avec Coach Monty, ça n'a pas allé plus loin que ça. Donc les gros regrets sur cette année à Phoenix, avec l'équipe avec James Harden, Houston, et puis les Clippers, comme d'hab. Si jamais vous suivez la NBA depuis peu, ou que vous avez vu Chris Paul, que depuis 2-3 saisons, vous vous dites, c'est juste un joueur de 40 ans qui prend sa retraite et qui était bon à une époque, allez voir quand même des highlights de Chris Paul, que ça soit avec New Orleans, où il lâchait quelques dunks, il en a pas mis beaucoup dans sa carrière, mais il est monté 2-3 fois au cercle avec les Hornets, et puis toute la période avec les Clippers, où c'était l'équipe highlights par excellence, et Lob City, les alley-oop avec DeAndre Jordan et Blake Griffin. C'était extraordinaire. Et Chris Paul, il savait jouer avec ces joueurs-là. C'est un joueur qui savait mettre en valeur ses partenaires. C'est ça surtout. Il rendait tout le monde qui était à côté de lui meilleur. Et ça, c'est la définition d'un très bon joueur.
Bah écoute, merci Chris pour Thank you, sir. ta participation, ta disponibilité. On se retrouve, nous, pas vendredi, mais jeudi avec Jacques Monclar pour un nouveau podcast. Et d'ici là, très bonne semaine basket. À toutes et à tous. Ciao. Bye.